Bonjour à tous, donc je me présente, Philippe Antoine, je suis Customer Engineer et je travaille chez Google France, donc Google Cloud France. Et je m'occupe des clients en particulier, les clients du secteur public. Donc je les aide à passer sur le cloud et à leur proposer des architectures qui leur conviennent. Donc on va démarrer aujourd'hui et on va parler de projets, donc comment. Je vais vous présenter les différentes briques open source qui vont vous permettre à vous de créer votre cloud chez vous et je vais illustrer ça avec des produits sur Google Cloud. Donc moi, je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que souvent, on entend parler de tout un tas de projets Cube, Istio, Knative, Tekton. Et ce qui me manque régulièrement, c'est de voir qu'est-ce que ça veut dire en vrai. Et donc, je vais vous montrer ça avec quelques petites démos. Donc, c'est un sujet qui est plutôt, on va dire, avancé côté, voilà, côté architecture cloud. Par contre, comme on n'a que 45 minutes, je vais balayer tous ces sujets-là et puis je vais vous présenter faire quelques démos sur chacun des 4 briques que je vais illustrer avec Google Cloud. Alors c'est parti. Alors d'abord, je voulais vous remercier parce que arriver à 9 heures pour parler Kubernetes après une grosse soirée hier soir, eh ben, je vous félicite. Ça veut dire que vous êtes vraiment motivés pour découvrir tout ça et on va démarrer ensemble. Alors, je vous ai apporté le cluster que j'ai à la maison, avec lequel je joue. Là, pour des histoires de réseau, je ne peux pas me brancher dessus. Mais si vous avez envie de jouer avec Kubernetes, je ne sais pas qui dans la salle. Tiens, je vais poser quelques questions. Alors, on va voir d'abord si vous êtes réveillés. Qui a pris un café ce matin? Ok, donc il y a 70% de personnes réveillées. Qui a pris autre chose qu'un café ce matin? Ah, les 30 autres pourcents ont levé la main. C'est bon, j'ai toute la salle. Tout va bien. L'autre question, qui a déjà déployé une application sur un cluster? Donc là, on est à 10%, 15%, 10%. OK. Qui a déjà ouvert, enfin, qui connaît Google Cloud et donc qui a déjà ouvert la console Google Cloud? Un peu plus, 15-20%. OK. Et la dernière question, qui aime, attention, éditer des fichiers YAML? Oh là là, il y en a 10. Bon. On ne va pas éditer de fichiers YAML, je vous rassure. Voilà, c'était pour voir qui étaient les gens vraiment hardcore ici. Alors, ceux qui aiment éditer des fichiers YAML, ça sera peut-être un peu intro pour vous. Voilà. Alors, imaginez que, comme moi, vous ayez envie de déployer un cluster chez vous à la maison. C'est des choses qui arrivent, mais aussi, parfois, chez nos clients, ils aimeraient bien avoir leur cloud chez eux. Et donc, pour ça, comment on fait? Il y a tout un tas de technos open source qui sont mises à disposition, et c'est celle que je vais vous présenter maintenant. Mon petit cluster à la maison, donc là, j'ai 5 machines avec un petit hub. Idéalement, si vous avez envie de faire la même chose, si chez vous, au boulot, vous pouvez faire la même chose, c'est quand même l'occasion de jouer en vrai avec des machines. Si vous ne pouvez pas, alors allez sur un cloud provider, peu importe, et là, vous pourrez aller lancer vos machines et installer toutes les briques que je vais vous présenter. Hop. Donc, je vais vous présenter 4 briques principales. La première, ça va être... Donc on va parler Kubernetes quand même, on va aller assez vite là-dessus, c'est pour faire de l'infrastructure management, on va passer assez vite dessus, il y aura 2 sujets que j'aimerais quand même vous présenter, ce sera un sujet rapide sur des sujets de sécurité et un autre sur, oui, le config management avec un tout petit peu de GitOps. Ensuite, dans la deuxième partie, on va parler de service management, donc on va parler d'Istio. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vais vous faire une petite, je vais vous montrer les écrans dans Anthos Service Mesh, à quoi ça correspond. Ensuite, on va parler un petit peu de Knative Eventing Serving
avec l'équivalent côté Cloud Run. Et enfin, on va faire un petit peu de CI/CD avec des sujets Tekton, Cloud Build et Cloud Deploy. Alors, c'est parti. Chez Google, pourquoi est-ce que open source et finalement Google, ça fonctionne ensemble? Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on travaille dans la communauté open source et qu'on release tout un tas de projets. Je vais vous épargner la timeline, mais en gros, les phases importantes, c'est qu'on a démarré avec Borg il y a longtemps pour déployer nos applications. Et puis, finalement, on a réalisé Kubernetes dans la communauté. Il y a plein de contributeurs maintenant qui contribuent à Kubernetes et c'est super. Ensuite, il y a d'autres projets qui sont arrivés. Ceux qui sont intéressants, on va parler de Envoy, on va parler de Istio, gvisor, Knative, GKE et Cloud Run. Et donc, toutes ces choses-là, il y a un moment où on s'est mis à les agréger sous une ombrelle qui s'appelle Anthos. Et c'est avec Anthos que je vais illustrer chacune de ces briques. OK, donc la stack. La stack, elle est simple. On démarre tout en bas avec Kubernetes. Je vais faire un petit peu de vocabulaire pour que vous ne soyez pas perdus. Kubernetes, chez nous, ça s'appelle Kubernetes Engine. Okay, tout ce qui est Istio, chez nous, c'est Anthos Service Mesh. Donc Service Mesh, vous connaissez peut-être le sujet. Tout ce qui est interface avec les développeurs, on va dire ça comme ça, c'est Knative, et chez nous, c'est Cloud Run. Et puis après, tout ce qui est Tekton, donc quand on veut faire du CI/CD, là, on va présenter Cloud Build et Cloud Deploy. Voilà. Ça, c'est le mapping 1.1 pour comprendre ce qu'on va voir. Donc c'est parti. On va parler Kubernetes d'abord. Alors, hop. On va vous mettre en mode. Donc, c'est là où est-ce que le Wi-Fi va fonctionner. Ce sera. Donc, je vais être dépendant du Wi-Fi. Et normalement, on devrait y avoir l'effet démo à un moment. On va voir quand est-ce qu'il va arriver. OK. Quand vous avez envie de déployer des applications sur votre infrastructure, vous avez plusieurs choix. Il y a la possibilité de faire une architecture en monolithe ou une architecture en microservices. Si on revoit l'architecture monolithique versus l'architecture microservice, on va dire qu'il y a plus de granularité dedans. Et c'est là où on voit tous nos petits projets qui vont être déployés et découpés, qui vont s'appeler les uns les autres. Voilà, indépendamment de l'architecture en dessous. Donc Kubernetes, lui, ce qu'il va aider à faire, c'est de abstraire le compute qu'il y a en dessous. Il va vous aider aussi à vous assurer que les applications que vous mettez dans des petits containers que vous déployez dans Kubernetes, ils restent bien allumés. Ça va vous permettre de faire du scaling, donc si vous avez plus de trafic, de monter un petit peu, de faire du scaling, quoi, et puis d'optimiser vos ressources en dessous. Bon, très bien. Ça, c'est toutes les choses que Kubernetes peut faire. Si vous voulez un talk spécifique Kubernetes, il y a eu un talk Kubernetes Istio qui était très intéressant par David Gageot l'année dernière. Je vous invite à ce même DevFest à aller voir son talk. L'architecture de Kubernetes, je m'attarde un tout petit peu là-dessus, et puis après, je vais vous montrer ce que ça donne dans Google Cloud. Il y a plusieurs choses. Juste à retenir, c'est qu'il y a un control plane. Donc voilà, on voit la brique en haut, dans lequel il y a la base de données etcd, un scheduler, des contrôleurs, une API pour pouvoir se brancher aux autres. Donc on va dire que c'est là où je vais aller me brancher sur mes worker nodes qui sont en dessous. Et je vais aller déployer mes applications dans des pods qui seront dans des worker nodes. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est que quand vous commencez à utiliser un cloud provider, alors souvent le control plane il est managé par le cloud provider. Voilà. Et donc Kubernetes Engine, ce que vous pouvez faire, c'est vous vous occupez pas de la partie managée, mais vous allez vous occuper d'aller déployer vos applications dans des pods sur la partie user qui est en bas. Hop. On va aller dans la console, hop, et vous présenter. Donc ça c'est Google Cloud Platform. Donc ça c'est la home. Je vous ai créé un projet Anthos démo et peut-être pour rappeler rapidement, donc Anthos c'est notre
plateforme qui nous permet, notre plateforme multi-cloud qui permet de moderniser les applications. C'est un Kubernetes avec toutes les briques que je vais vous présenter et on va creuser là-dessus. Donc là, on est sur Google Cloud Platform et je vais aller creuser sur Anthos ici. Je vous ai déjà prédémarré le serveur Anthos et là, on commence à voir plusieurs choses. Alors, dans Anthos, la partie Kubernetes, elle se trouve là. C'est-à-dire que c'est là où, c'est peut-être un petit peu petit. Hop. Voilà. C'est là où j'ai créé mon premier cluster Kubernetes Engine. Donc, dans mes clusters, donc les clusters, je peux les avoir à la fois dans Google Cloud ou on-prem. Et où. C'est-à-dire que ici, j'aurai la liste. Là, j'ai un cluster qui est hébergé chez Google Cloud, mais je pourrais aussi avoir un autre cluster on-prem hébergé chez moi ou dans mon data center. Donc on va creuser un petit peu, on va aller voir ce cluster, comment ça fonctionne, et là on va aller rentrer dans Kubernetes Engine. Donc ça c'est mon c'est mon cluster sur lequel on va jouer. Ce que je vous ai déployé comme application dessus, c'est une application qui est assez connue côté Anthos, c'est le Bank of Anthos, qui est en fait une application de banque qui est déployée avec tout un tas de services, qui est déployée sur le cluster. Donc là vous voyez mon cluster, on va aller voir ce qu'il y a dedans, donc on va aller voir les workloads. Donc les workloads, en fait, c'est la liste des workloads voilà, qui sont proposés. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a tout un tas de choses dedans. On peut aller filtrer par namespace. Et au lieu d'avoir tous les workloads, moi, j'aimerais bien avoir uniquement les workloads qui concernent Bank of Anthos. Voilà. Donc là, il est censé filtrer, et voilà, là j'ai tous mes différents workloads. Donc on a le front-end, le back-end, le ledger, les contacts. Très bien. Pour aller voir ce que ça donne, on va aller creuser du côté des services et du côté Ingress. Donc là, hop, on va aller choisir, non, pas name, namespace. On va le trouver ici, Istio, Ingress Gateway, elle est ici. Voilà. Et donc ça, c'est dans les différentes briques, on va dire qu'on a Kubernetes, Istio, je vous le présenterai un peu plus en détail derrière, c'est le service management. Et puis là, on voit tous les endpoints externes sur lesquels il est branché. On va juste vérifier ici que effectivement j'ai mon application qui est bien déployée, qui est exposée à l'extérieur. Tout fonctionne, tout va bien. OK. Donc là, on a vu la partie rapidement, la partie Kubernetes Engine. Il n'y a rien de très compliqué. Finalement, Kubernetes, ça propose pas mal de choses, mais il manque enfin, on va dire que c'est assez léger. Il va nous manquer d'autres briques au-dessus. Avant de passer aux autres briques, il y a plusieurs choses pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d'utiliser Kubernetes. Il y a des sujets d'isolation et que vous aimeriez que des développeurs chez vous, dans votre entreprise, déploient des applications chez vous et que vous aimeriez bien vous assurer qu'il n'y ait pas trop d'appels d'une application à l'autre. Nous, on a plusieurs choses qu'on peut proposer. J'aimerais bien faire un micro-focus sur un outil qui s'appelle gvisor, qui est aussi un projet open source qu'on propose. Voilà, qui est fait par des collègues. Et c'est une sorte de brique qui vous permet en fait de... voilà. Vous avez vos conteneurs avec vos applications à l'intérieur. Tous les appels système vont être filtrés par gvisor et il va sélectionner un subset de ces appels pour après finalement faire les vrais appels auprès du kernel. Donc ça, c'est une brique que vous pouvez peut-être aussi ajouter dans vos clusters à vous, qui vous permettront après, derrière, de vous assurer que l'équipe A ne va pas aller farfouiller dans ce qui se passe du côté de l'équipe B. Voilà. Dans les autres choses aussi qu'on recommande côté Kubernetes, et puis après on passera à Istio,
c'est de vous assurer que vous avez des bonnes pratiques de configuration de votre cluster. Donc je ne sais pas qui dans la salle a déjà utilisé kubectl, la ligne de commande, kubectl. Ok, il y a un tiers de la salle. Donc voilà, donc quand on commence à jouer avec un cluster en tant que dans l'équipe Ops, je vais me mettre à utiliser kubectl pour mettre à jour mes clusters, donc ça c'est très bien. Maintenant, nous, ce qu'on préfère proposer quand même, c'est une approche où en fait on va aller modifier des configs, qu'on va aller déposer dans un repository Git, qui vont ensuite être poussés sur les différents clusters. Donc après, vous pouvez aussi, dans les autres choses que vous pouvez faire, c'est vous assurer que, enfin, mettre en place des règles et des policies que tous les développeurs seront obligés de suivre quand ils vont déployer des applications. Et ça, toutes ces règles, donc c'est du policy management. Donc les exemples de policy management que vous pouvez faire, c'est vous assurer que les flux sont bien chiffrés, vous assurer qu'il y a les bons labels qui sont appliqués sur les workloads, etc., que le logging est bien activé. Voilà, toutes ces choses-là, nous, on a un projet qui permet de faire ça, ça s'appelle Anthos Config Management, et donc on a toutes ces briques, à la fois la partie GitOps avec config sync, Resource Management, j'en parle pas, et puis Policy Management, c'est le Policy Controller. Voilà. On a fait le tour de GKE, on va passer maintenant à ce qu'il y a juste au-dessus. Donc là, on était très infrastructure management, là, on va passer du côté des services. Alors, service management, souvent les mots sont un peu interchangeables, les gens parlent de service mesh, Istio service mesh. Donc Istio, c'est le projet open source qui permet de faire la partie service management, et Anthos service mesh, c'est, on va dire, l'implémentation d'Istio chez nous. Donc si on revient sur ce petit schéma-là, à quoi ça sert en fait de mettre un Istio là-dedans? Ce qui se passe, c'est que quand j'ai plein de microservices dans tous les sens, moi je suis développeur, j'ai envie de coder mon application et faire de la logique business. Donc ça, je suis content, j'imagine, je développe mes différentes features. Maintenant, si j'ai plein de petites briques de microservices qui se parlent les unes avec les autres, il va falloir aussi que je réfléchisse à coder la logique de communication entre les différentes briques. Il va falloir que je m'occupe aussi de la sécurité, des retries et des métriques, m'assurer que je suis bien branché sur les côtés métriques et tracing. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un projet qui est arrivé qui s'appelle Envoy, qui vous propose en fait d'encapsuler toute la partie communication, sécurité, retry, metrics et logs dans un proxy qui va être à côté de votre application et qui va permettre aux développeurs de se concentrer sur autre chose qu'à chaque fois de recoder les mêmes briques dans chacune des équipes. Donc c'est ce qu'on appelle le sidecar proxy. Voilà. Donc Istio, lui, ce qu'il va faire, c'est que grâce à ce sidecar proxy, il va pouvoir après aller collecter de la télémétrie, des logs auprès de tous ces containers. Il va pouvoir aussi, comme il a une vue sur qui est up ou pas, mettre à jour en rolling updates les différentes versions des nouvelles applications, faire un petit peu de load balancing, des timeouts, des retries, et surtout aussi ce qu'il va pouvoir faire, c'est chiffrer en fait le trafic entre les différents workloads. Hop, ça c'est la présentation, le schéma classique de Istio. On retrouve l'histoire du control plane en bas là, et en haut on a nos différents services. Le service de l'équipe A, le service de l'équipe B, on va dire ça comme ça. Enfin, service A, service B. À l'intérieur, on a notre petit sidecar, notre Envoy proxy, et Et en fait, le flux de données, il passe d'ici à ici, de Envoy proxy à Envoy proxy. Pourquoi c'est important? Ça veut dire que en fait, les données métiers, elles sont communiquées grâce à Envoy. Ce que fait Istio, lui, il récupère uniquement les données de télémétrie. Donc savoir si les services sont allumés ou pas, s'assurer que il fait Certificate Authority pour s'assurer que les données sont bien chiffrées, il fait de la discovery et tout un tas d'autres choses, mais il ne s'occupe pas des données. C'est Envoy qui va s'occuper de tout ça.
si on creuse, si on va voir l'implémentation de ce Istio dans Google Cloud, alors on appelle ça Anthos Service Mesh. On retrouve nos petits sidecars, on voit la communication qui se passe entre les différents proxys. Et puis, devant tout ça, on a le Ingress Gateway, qui est ce qu'on a regardé tout à l'heure justement pour pouvoir accéder à Bank of Anthos. Et c'est encore un envoy qui va aller exposer les choses à l'extérieur. Voilà, ça c'est Anthos Service Mesh, et je vais vous montrer ce que ça donne, Anthos Service Mesh de notre côté. Alors, on va revenir sur Anthos. Hop. Je regarde le temps. Qui a déjà joué avec Anthos ici? Personne? Deux personnes, ok. Donc vous découvrez l'interface d'Anthos. Très bien. Donc on a vu tout à l'heure la partie cluster, donc ça c'était juste du GKE, on va dire classique. Là, on voit la partie service mesh, donc on va dire la partie Istio. Okay. Donc là, en dessous, on voit la liste de tous les services dont on a déjà parlé. Et ce qui est intéressant, c'est grâce à toutes ces données qui remontent, ces données de télémétrie qui remontent du côté de Service Mesh, alors on peut faire des choses intéressantes et commencer à visualiser un petit peu les flux qui passent à droite à gauche sur notre application. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai 3,3 queries per second depuis mon front-end vers mon service contact. Donc ça, c'est intéressant. Je peux aller après drill down un peu et voir ce qui se passe sur ce service-là. Hop. Et là, j'ai tout un tas de choses. Alors, si je décide de voir un peu s'il y a eu des alertes récemment, j'ai démarré mon cluster hier, il n'y a pas eu d'alerte pour l'instant. Mais ce que je peux faire, c'est commencer à donner d'écrire des... Donc on a une méthodologie pour faire de la prod chez nous qui s'appelle Site Reliability Engineering, SRI. Et les SRI, chez nous, ce qu'ils regardent de très près, c'est les SLO. SLO, qu'est-ce que c'est? Je vais vous les montrer tout à l'heure. C'est des objectifs en dessous desquels... des objectifs de performance, latence, en dessous desquels vous ne voulez pas que votre application passe. Et donc, on peut créer ces SLO grâce ici au service mesh. Donc, on va créer un SLO. Et par exemple, sur notre application de, je ne sais plus, de contact, c'est ça, on va décider de créer un SLO sur la latence. Voilà. Là, il nous montre la latence actuelle du cluster. On va dire que j'ai envie qu'il y ait un threshold, que si ça passe au-dessus de 20 millisecondes, je ne suis pas content, il faut qu'il me lève une alerte. Voilà, hop. Mon goal, c'est 99% de uptime. Je ne sais pas, on va dire ça. Peu importe ce que vous choisissez. Là, je suis pile au niveau de la ligne bleue. Il faudrait peut-être que je mette un petit peu de room au-dessus. Et là, je crée mon SLO. Et ce qui est intéressant, c'est que ce SLO-là, quand je vais aller regarder mon service mesh, il va aller me montrer tous les endroits où mes alertes, soit c'est ouvert partout, soit il y a des endroits où ça ne va pas. Donc là, par exemple, hop, si je reviens au niveau du service mesh, voilà, là c'est le temps qu'il faut qu'il lance le health check, mais là il va aller lancer régulièrement des health checks sur ce service contact et je pourrais en mettre partout. Et comme ça, je pourrais voir ce qui se passe sur tous mes services. Donc voilà, ça c'était la présentation côté service mesh de ce qu'on vous pouvait faire. Là, je rappelais un peu la différence entre le data plane et le control plane, mais je vous ai déjà expliqué ça. Si on creuse en dessous un petit peu, côté Istio, là on voit les proxys en haut. Dans Istio, il y a aussi quelque chose qu'on appelle Istio-D, et puis vous avez tout un tas de briques qui permettent de faire le certificate authority, de chiffrer les communications et de pousser les configurations. Voilà.
Il nous reste 20 minutes, je vais vous présenter encore deux parties. Il y a la partie, donc vous êtes en train de créer votre cluster. Là, vous avez géré votre infrastructure management. Là, on est passé sur la partie service mesh, on va dire. Et là, on va remonter d'un cran dans la stack. Donc, on enlève de plus en plus la casquette Ops et on va commencer à se mettre la casquette développeur sur la tête. Et pour les développeurs, il y a un tweet de Kelsey Hightower que j'aime bien qui explique que si Kubernetes, on va dire, c'est la grille électrique, alors Knative, c'est le bouton pour allumer la lumière chez soi. Donc là, on est justement plus dans la casquette développeur. Knative, il y a deux choses. Knative, en fait, il y avait trois avant, et puis finalement, il y a une partie qui a été exportée du côté de Tecton. On en parlera après. Knative Serving et Knative Eventing. Knative Serving, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir déployer des applications. Alors, c'est comme on n'aime pas dire service mesh pour Istio, on n'aime pas dire serverless pour Knative, mais on est quand même un peu dans ces sujets-là. C'est-à-dire que vous voulez déployer une application qui est éteinte la plupart du temps, et quand il y a du trafic qui arrive, alors on l'allume. S'il y a beaucoup de trafic, alors on scale. Si on veut aussi être capable de switcher d'une révision à l'autre, voilà, il y a une gestion des routes qui permet de faire ça, avec un petit peu de configuration. Voilà, ça c'est la partie Knative Serving. Chez nous, Knative Serving, ça s'implémente dans un produit qui s'appelle Cloud Run. Là, on parle de Anthos, donc c'est Cloud Run qui est dans Anthos, Cloud Run for Anthos. Et là, ça vous permet, en tant que développeur, d'aller déployer une application quelque part, soit sur un projet qui est dans Google Cloud, soit sur un projet qui est on-prem. Hop, on va vous montrer un petit peu ça rapidement. Bien sûr, il faut que je recharge. Donc là, ça met un petit peu de temps. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait pendant que ça charge. Hop. J'ai tapé ide.cloud.google.com. Ce que ça fait, ça, c'est que ça va aller créer une petite machine dans l'infrastructure Google. Et depuis cette petite machine, je vais pouvoir commencer à jouer avec VS Code et avec un plugin qui est particulier qui s'appelle Cloud Code, qui me permet de me brancher justement sur toutes ces histoires de cluster et de Cloud Run. Donc là, je viens de lancer mon IDE, et il me dit bienvenue, fantastique, je vais peut-être grandir un peu. Voilà. Il y a des choses qui sont intéressantes. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a tout un repository de choses qui sont préfaites. Et là, par exemple, on va aller créer une application qu'on souhaite développer, qu'on souhaite déployer dans Cloud Run sur nos clusters. Donc là, il y a un petit quick start qui est sympa. Si vous avez l'occasion de le faire, je vous conseille de le faire. En plus, il vous dit où cliquer, c'est fantastique. Donc là, on va choisir de créer une nouvelle application. On aimerait bien faire une Cloud Run application, donc c'est un Hello World. Là, je choisis de faire un Hello World en Python. Hop, il va aller faire en gros un git clone de l'application. Il me recharge tout ça et il me permet d'aller éditer ce Hello World directement dans Cloud Code. Voilà. Hop. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, là, on a toutes les sources. On peut aller éditer le Dockerfile si on veut. Hop. Et puis, ça, c'est juste le Hello World. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on va pouvoir lui dire d'aller déployer mon application vers Cloud Run. Et donc là, il est branché directement dans mon projet. Donc, quel que soit le cloud, peu importe, du moment qu'il y a un cluster, vous allez pouvoir déployer les choses là-bas. Là, il va me demander de sélectionner un projet. Celui-là. Et il va commencer à me déployer mon application. Voilà.
Ça met un petit peu de temps, quelques minutes. Je vais passer à la suite. Mais ça, c'est le workflow qu'on a en tant que développeur pour aller déployer mon application sur un cluster dans lequel il y a un équivalent Knative qui, chez nous, est Cloud Run. Enfin, déployer. Oui, déployer. Donc ensuite, il y a une autre partie dans Knative qui s'appelle Knative Eventing. Knative Eventing, alors c'est peut-être pas quelque chose que vous allez utiliser, ou peut-être si, c'est la gestion de tout ce qui est event. Donc vous avez des producers, des subscribers à l'autre bout, et au milieu, vous avez un broker qui va aller déclencher des choses en fonction des différents triggers. OK ? Donc ça, quand j'ai vu ce schéma pour la première fois, je me suis dit très bien, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Chez nous, on a l'équivalent qui s'appelle Event Arc, et quand on lance Event Arc, hop, je vais aller vous montrer. En fait, c'est quelque chose qui est assez simple. Hop, si je tape Event Arc ici, ça c'est quelque chose qui est assez neuf aussi. On l'a, pour l'instant, c'est en preview, donc ça vient d'arriver. Toc. Et donc là, vous créez un trigger name. Hello Defest. Et là, vous avez tout un tas de providers. Donc les providers qui sont proposés, c'est une longue liste de providers, donc de sources. Disons qu'on veut aller se brancher sur une file PubSub. On va aller choisir, dès qu'il y a un message qui est publié, alors je fais quelque chose. Et puis là, je vais aller choisir ma destination. Donc là, je choisis par exemple Cloud Run ou Cloud Run for Anthos. Et je vais aller sélectionner le service qui m'intéresse. Et là, dès qu'il y aura un message qui sera poussé dans PubSub, alors mon Cloud Run récupérera cette information. Donc voilà, ça fait entre guillemets que ça, Event Arc, il y a plein de choses derrière, mais c'est pour vous illustrer un petit peu le principe de la partie Knative Events. On va terminer sur justement la dernière partie de Knative qui avait été retirée de Knative, qui était la partie, on va dire, CI/CD, donc la partie build. Ça a créé un projet open source aussi qui s'appelle Tekton. Tekton, c'est toute une liste de... donc c'est un projet open source auquel on contribue aussi. Ce qu'on a annoncé la semaine dernière, donc c'est tout neuf, c'est un Google Cloud Deploy qui est en fait, on va dire un peu pareil, le pendant de Tekton chez nous. Alors il y a deux choses, il y a Cloud Build et Cloud Deploy. Donc Cloud Build, pareil, c'est ce qui va vous permettre en fait de builder vos images chez nous, enfin là où vous voulez. Et puis après, vous pouvez avoir différents builders. Et puis après, il y a Cloud Deploy. Et Cloud Deploy, c'est ce que je voulais vous montrer là, aujourd'hui. Et donc ça, c'est tout neuf. Hop. Tac. Cloud Deploy, c'est ce qui va vous permettre en fait d'aller faire la promotion d'une application depuis, par exemple, votre environnement de développement vers votre environnement de staging, par exemple. Donc ça, c'est un exemple de workflow qu'on a. Là, je suis développeur, j'ai poussé mon code sur mon cluster de test. J'aimerais bien qu'il maintenant soit promu dans le cluster de staging. Qu'est-ce que je fais? En fait, je vais cliquer sur Promote, fantastique. Là, il me dit quelle est la target de ma promotion. Je promote la release. Il y a une release qui est pending. Peut-être qu'il y a une autre personne qui va se charger d'approuver en fait d'approuver cette promotion. Donc là, on voit, hein, c'est une pipeline. Hop, je décide d'approuver cette promotion. Et là, voilà ce qui va se passer avant-après. J'approuve le rollout. Là, il est en train de rollout. Et si je reviens hop, ici, j'ai un pending approval qui va aller ensuite déployer ça sur mon environnement de staging. Voilà, c'est déployé. Donc ça, c'est la partie Tekton, Cloud Deploy, Cloud Build.
Donc on a vu les différentes briques. Je vais rappeler un peu comment toutes ces briques s'intercroisent et se connectent entre elles. Donc on a parlé Kubernetes en dessous, donc c'est plutôt de l'infrastructure management. On est monté d'un cran, on est allé voir côté Istio, service management. Ensuite, côté application, on a parlé de Knative et Tekton. Donc c'est là où je prends ma casquette un peu de développeur. Et si vous avez besoin de créer votre cloud chez vous, voilà, ces différentes briques-là, c'est des briques que vous aurez à mettre en place chez vous. Et elles sont mises à disposition à travers ces projets open source. Cette stack-là, c'est souvent des clients me disent, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dans Anthos? Et ben, en fait, dans Anthos, il y a toute cette pile. Et c'est cette pile, donc là, on la revoit tout en haut à droite. La pile de infrastructure management, service management et application management. Donc ça, c'est tous les projets open source sur lesquels on s'appuie. On a aussi d'autres choses dans Anthos, donc policy, config, sécurité et opération. Opération, voilà, c'est des choses aussi qui peuvent être remplacées par des briques open source ensuite. Et donc toute cette stack, c'est ce qui définit Anthos chez nous. Voilà. Donc quand on me demande qu'est-ce que c'est Anthos, souvent je leur demande s'ils ont 45 minutes pour que je puisse leur expliquer rapidement ce que c'est, mais voilà, c'est toute cette stack-là. Et ensuite, Anthos, Anthos, on peut le déployer sur différentes cibles, et c'est du et ou. Donc on peut à la fois le déployer voilà, sur Google Cloud, OK, on peut le déployer sur d'autres clouds, on peut le déployer sur des attached clusters, donc des Kubernetes qui sont ailleurs, et puis on peut aussi le déployer sur de l'on-prem. Et là, on a différentes versions de Anthos. Donc le titre de la présentation a changé entre-temps puisqu'on a changé le nom de ce Anthos la semaine dernière. Et celui qui est complètement déconnecté des serveurs de Google, c'est le Google Distributed Cloud Hosted Mode. J'ai réussi à le dire. Donc c'est celui qui est tout en bas à droite et c'est la version de Anthos où voilà, hop, je débranche Internet et ça continue à fonctionner. Mon cluster, il réussit, mes workloads, ils continuent à pouvoir discuter entre eux. Donc voilà, ça c'est l'overview complète des options de déploiement de Anthos. Là par exemple là-dessus, moi ça c'est en Anthos on bare metal que j'ai. Il y a des docs qui sont très très bien faites et qui vous permettent en fait d'aller déployer votre cluster sur vos serveurs à vous ou, si vous voulez aller plus vite, aussi sur Google Cloud. Je voulais vous montrer un petit peu l'exemple de déploiement de Google Cloud, sur Google Cloud, mais je n'aurai pas forcément le temps. Peut-être des liens et des bouquins sur lesquels on a travaillé. Donc là, c'est des Googlers qui ont publié ces livres-là. Je vous les recommande chaudement. Site Reliability Workbook et Site Reliability Engineering, ils sont très sympas comme livres. Je crois qu'on peut les trouver gratuitement sur Internet. Ou, en fait, si vous remplissez, je ne sais plus, une mailing list, vous les aurez. Et sinon, après, voilà, il y a le Software Engineering qui est intéressant et l'autre livre. Je vous les recommande chaudement. Voilà, je vais vous laisser sur un petit Dilbert que j'aime beaucoup, qui parle de Kubernetes. Et puis, on arrive à la fin du talk et je vais prendre quelques questions. Merci. Merci Philippe. On a le temps pour 2 questions à peu près. J'avais une question par rapport à Anthos Service Mesh. Oui. J'ai pas trop compris la plus-value par rapport à un fichier de config Istio opérateur qu'on pourrait configurer soi-même. Typiquement, si le client veut une ingress gateway privée avec une paire de load balancers privés, est-ce qu'on a cette souplesse-là avec Anthos Service Mesh en fait? Ou est-ce que c'est un template assez rigide finalement qui est proposé par Google, mais qu'on ne peut pas trop modifier, quoi? Alors,
Anthos Service Mesh, c'est la version managée d'Istio. Donc, il n'y a pas de surprise par rapport à un Istio, on va dire, classique. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais... C'est si jamais le client veut faire soi-même des modifications sur les virtual services, est-ce qu'il a la possibilité de le faire via la console ou est-ce que... Alors, tout ce que je vous ai montré, voilà, c'était via la console, mais après, tous les YAML sont à disposition, donc vous pouvez aussi les éditer dans votre coin. Et si vous ne voulez pas utiliser la brique, vous pouvez aussi ne pas l'utiliser. Voilà, ce n'est pas obligatoire. Chacune de ces briques-là, c'est à vous de les activer si vous pensez que c'est utile. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Ok. Bonjour, merci pour cette présentation. Petite question sur le cloud deploy. Oui. Là, on a vu une utilisation très manuelle. Est-ce qu'il est possible de l'automatiser et Oui. surtout de mettre des préconditions de testing qui garantiraient la promotion? Oui. Okay. Donc oui, il y a tout ça. Là, c'est la version simple dans l'interface, mais tout est, enfin voilà, tout est configurable. Oui, tout est configurable. Comme sur d'autres outils. Ok. Ouais. C'est en preview, c'est sorti la semaine dernière. Donc après, il y a sûrement des choses qui vont arriver en plus bientôt. Mais oui, l'idée, c'est que, en fait, on préfère que, enfin voilà, l'interface, elle est très jolie, mais c'est pas ça qui compte vraiment. Voilà. Merci. Merci Philippe, on peut l'applaudir. Merci.